suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je tourne enfin après une toute petite absence. Bonne année à vous parce qu'on a changé d'année, mais ce n'est pas le seul changement qui s'est opéré dans ma vie puisque j'ai coupé mes cheveux. J'ai tout coupé. Il faut savoir pour le contexte que dans ma vie, j'ai eu à peu près toutes les coupes possibles et imaginables en termes de longueur, en termes de franges. Sauf niveau couleur, j'ai pas trop expérimenté. Mais du coup, là, ça faisait quelques temps, enfin depuis que j'étais genre au lycée en fait, que j'ai toujours porté les cheveux courts, la coupe au carré qui est ma coupe préférée sur ma tête. Sauf que depuis cette période de ma vie qui est lointaine désormais, j'ai pas vraiment fait quelque chose de bold. Je suis pas quelqu'un de hyper attaché à mes cheveux, enfin genre ça m'est jamais arrivé de pleurer en sortant du coiffeur. Mais je sais que quand je me coupe les cheveux, quand je fais une coiffure un peu plus radicale de ce dont j'ai l'habitude, il s'opère quand même une sorte d'ébranlement en moi, un changement dans mon état d'esprit, dans mon mood. Enfin, je sais pas, je me réveille le matin, je me regarde dans le miroir et quelque chose a changé. Ma tête, oui, mais autre chose de plus profond. Et c'est aujourd'hui de cet ébranlement-là, de ce changement radical dans mon apparence et dans mon être dont j'avais envie de parler, mais de manière plus générale en fait. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce que ça symbolisait d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique que l'expérience du coiffeur. Je voulais aussi comprendre la superbe sentence de Coco Chanel qui a dit « Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie ». Hair is everything. We wish it wasn't, so we can actually think about something else occasionally, but it is. It's the difference between a good day and a bad day. We're meant to think that it's a symbol of power, that it's a symbol of fertility. Some people are exploited for it and it pays your fucking bills. Hair is everything. Anthony. La vidéo va s'articuler en deux moments. Dans le premier, on va essayer de comprendre en quoi le cheveu, c'est en fait un espace social, un écrin social comme un autre, et que en fait son interprétation et sa symbolique va être très différente d'espace en espace et d'époque en époque. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir en quoi le cheveu en réalité nous révèle et symbolise le soi profond. Il faut d'abord savoir que en fait se couper les cheveux et le cheveu en tant que tel vont être interprétés très différemment en fonction des sociétés et des civilisations qu'on veut étudier et que se dégage en fait une espèce de polysémie des symboles autour du cheveu et du fait de se couper les cheveux. Par exemple, en Chine, il y a tout un imaginaire autour des cheveux longs. Et la première image quand on parle de civilisation chinoise la plus parlante, c'est celle de Tang le Victorieux qui est le fondateur de la dynastie Shang qui en fait s'est couper les cheveux et les ongles comme un signe de sacrifice ultime. Et dans l'ancienne Chine en fait, les cheveux courts ça représentait une forme de mutilation. En fait, se couper les cheveux, c'était une forme de mutilation. Et en fait, il y avait même une interdiction d'avoir accès aux hautes fonctions si on avait les cheveux courts. Parce que ça faisait partie de l'identité chinoise, de la civilisation et de ses préceptes, en fait, que de porter la tresse ou les cheveux longs. Et se couper les cheveux en Chine, en fait, ça peut même être perçu comme un acte révolutionnaire. Et là, ce qui est parlant, c'est au début du 20e, dans les années 1900, un pionnier de la révolution démocratique chinoise qui s'appelle Sun Yat-sen, qui en fait a pris l'initiative de couper sa natte. Et cet événement a été hyper marqueur parce qu'il menait alors une révolution pour renverser la dynastie Qing. Et donc ce geste de se couper la natte va forcément être un geste révolutionnaire en tant que tel. Je vous conseille à ce propos un article sur Open Edition que je mettrai dans la barre d'infos de toute manière sur le rôle de la natte coupée dans l'identité chinoise aux États-Unis. C'est un article hyper intéressant. Si on va voir du côté de la culture amérindienne, on va voir qu'en fait les cheveux ont une puissance spirituelle. Les hommes et les femmes sont reconnus dans cette culture par la longueur de leurs cheveux et les couper a longtemps été le signe d'une soumission ou d'une humiliation en fait. Tout ça, ça vient du fait que les cheveux, qui sont en fait les seuls poils posés sur le crâne, ils protègent les pensées, ils sont même en fait le prolongement des pensées et donc de l'âme. Et les cheveux, ils ont donc une fonction un peu d'antenne et ils vont pouvoir capter des messages, des signaux avant même que notre raison puisse les deviner. Les mensonges par exemple, les émotions, les affects, tout ça, ça va être en lien avec les cheveux qui sont le prolongement de nos pensées dans la culture amérindienne. Cette croyance, elle vient aussi du fait que les cheveux sont des conducteurs d'énergie électromagnétique corporelle et que vraisemblablement nos cheveux conduisent l'énergie de notre corps.
En Europe et en France, les cheveux longs ont pendant très longtemps été le symbole de puissance et de pouvoir parce que à la cour, les perruques les plus imposantes devaient être portées par le roi et la reine, alors que les pauvres, pour des raisons très simple d'hygiène, devait se couper les cheveux. Bien sûr, il y a eu un renversement total de paradigme à l'ère moderne, puisqu'on a coupé la tête au roi, on a coupé en même temps ses cheveux de manière assez imagée. Il y a eu cette idée que les cheveux courts, c'était les cheveux de l'homme qui travaille, de l'homme puissant, de l'homme d'État. Ce changement de paradigme, il a été tellement profond et radical que pendant très longtemps en France et dans les sociétés occidentales, le cheveu servait de distinction entre l'homme et le sauvage en fait. Se couper les cheveux, c'était faire preuve de civilité, alors que les porter longs quand on était un homme, c'était faire preuve de sauvagerie, voire de barbarie, qui sont des mots et des concepts chers à nos lumières. Bien sûr, moi je suis une femme, donc forcément quand je me coupe les cheveux courts à la garçonne, je me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire dans mon identité de femme que de faire ça. Eh bien, je me suis rendu compte que dans les 3 religions monothéistes, il y a toujours eu un lien prégnant entre la sexualité des femmes et la coiffure féminine. Marie-Madeleine, par exemple, qui est une figure biblique souvent associée à la pécheresse, elle est dans l'iconographie chrétienne toujours représentée avec des cheveux longs et dénoués. Mais tout ça, ça remonte aussi à bien plus loin, ça remonte à la Grèce antique en fait, parce que la Grèce antique, on parle par exemple des bacchantes, elles aussi, elles portaient les cheveux très longs et dénoués, les sorcières aussi dans l'iconographie, elles ont tout le temps les cheveux défaits, donc en fait, les cheveux longs et dénoués pour les femmes, c'est un peu le symbole de la renonciation à une vie ordinaire et aussi à l'ordre social. Il y a aussi cette idée pour la coiffure féminine que les cheveux dénoués, les cheveux en liberté sont acceptables pour les jeunes filles qui sont encore célibataires, alors qu'après le mariage, elles vont devoir les porter coiffées ou même voilées. C'est un peu une image qui symbolise le domptage, voire le dressage par la domestication de la jeune fille en fait. La coiffure féminine est ensuite devenue au 19e siècle un motif poétique dont étaient friands par exemple Mallarmé ou Baudelaire. Baudelaire, il a même écrit un poème qui s'appelle La chevelure dans les fleurs du mal. Je vais vous lire un extrait. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucles, ô parfums chargés de nonchaloir, extase. Pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormants dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues, de l'huile de coco, du musc et du goudron. C'est beau. Donc en fait, la chevelure des femmes va devenir le symbole d'un idéal féminin, d'un objet de désir. Bref, ce petit tour d'horizon nous aura servi à démontrer qu'en fait les cheveux ont toujours été très forts en symbole et aussi marqués socialement. Pourtant, le cheveu ou l'expérience du coiffeur, c'est un non-lieu dans les sciences humaines, c'est un non-sujet, c'est un tabou. En fait, dans les sciences humaines, Freud en a très vite fait parler, mais il faut surtout attendre 1951 pour qu'on commence à avancer sur ce sujet capillaire, puisqu'il y a le premier ouvrage entièrement dédié à l'analyse du cheveu, c'est The Unconscious Significance of Hair du psychanalyste Charles Berg. Charles Berg, il va porter une étude sur la récurrence du thème capillaire, de la thématique capillaire lors de ses séances avec ses patients, et il va finalement tirer cette conclusion selon laquelle les cheveux servent en fait de substitut phallique à chaque individu et que du coup les cheveux c'est une forme d'expression du conflit sexuel qui est à l'œuvre dans chaque individu. Et forcément dans l'extension de cette idée, se couper les cheveux c'est une forme de castration symbolique. C'est de la psychanalyse, c'est à prendre ou à laisser, mais why not? Cette position elle va être vivement critiquée plus de 15 ans après, en 1969, dans l'article Social Hair publié par l'anthropologue Christopher Hallpike. Christopher Hallpike, il est contre cette idée qu'il y ait quelque chose de l'ordre du fantasme ou une espèce de réalité sexuelle qui est sous-jacente dans l'expérience du coiffeur et du coupage de cheveux. Lui, il va plutôt s'attacher sur la signification sociale des cheveux parce que selon lui, il s'agisse d'exclusion, d'inclusion, d'animalité ou à l'inverse d'entrée dans la communauté, eh bien les cheveux permettent
d'imprimer le rapport à la société de l'individu. Son degré d'intégration, son degré d'autonomie, son degré de marginalité, etc. peuvent être mesurés par le cheveu. Le fait de se couper les cheveux ou non, c'est en fait révélateur d'un positionnement vis-à-vis de la civilité, vis-à-vis de l'ordre social. Il va aussi parler du cas des femmes parce que c'est un cas qui ne suit pas tout à fait cette logique en fait, puisque les femmes ont toutes les cheveux longs, ou quasiment toutes en tout cas. Selon lui en fait, les femmes portent les cheveux longs parce qu'elles ont aussi une forme de marginalité en fait, c'est-à-dire qu'elles restent en dehors de la société, elles demeurent marginalisées, elles sont sans cesse écartées des sphères de pouvoir, des sphères de sociabilité, et donc ces cheveux longs dégagent une forme d'animalité chez les femmes aussi. Je trouve que c'est une position qui est assez intéressante et qui nous révèle en fait en quoi eh bien, nos cheveux vont nous permettre de nous inclure dans un groupe social ou non, parce qu'il y a un aspect qui est aussi forcément communautaire. Passons à la deuxième partie et essayons de comprendre en quoi le cheveu révélerait notre être profond. J'aimerais ouvrir cette deuxième partie par une citation de Michel Maffesoli, qui a écrit dans Iconologie, je cite, « La chevelure peut être considérée comme l'expression d'un mythe, celui de la libération ». Je trouve ça hyper fort, hyper juste, so on point. Parce qu'il y a quelque chose de libérateur et presque de vindicatif quand on va changer sans aucune transition de tête, de coupe de cheveux. Finalement, aller chez le coiffeur, et j'ai vraiment envie de m'attarder sur cet événement en fait du coiffeur, le moment où le bouleversement se crée. Et bien quand on va chez le coiffeur, on a un peu l'idée d'un rapport à soi privilégié. Les cheveux, quelque part, nous révèlent à nous-mêmes. Et ça, de manière très pragmatique, comme vous allez le voir. Parce que en fait, il y a des chercheurs qui ont mis au point une méthode pour décrypter toute une série d'informations contenues au sein d'un cheveu. Parce que en fait, il y a toute une série d'informations qui peuvent être contenues dans un cheveu, qui permettent de voir en fait l'alimentation d'une personne, l'eau qu'elle a consommée, etc. Plus le cheveu est long, plus s'allonge la mémoire dans sa kératine. Ces recherches, elles permettent des avancées considérables dans la médecine légale notamment. Il y a par exemple cette histoire sur un enquêteur de police américain qui cherchait à identifier une femme dont le corps avait été découvert au début des années 2000 à Salt Lake City. Il a affirmé que ses cheveux ont permis de retracer tous les voyages qu'elle a fait à la fin de sa vie, les 2 dernières années de sa vie, puisqu'il a pu trouver qu'elle avait voyagé entre l'Idaho, le Montana, le Wyoming, Washington et l'Oregon, ce qui est quand même fou. Le cheveu permet bien évidemment aussi de repérer les substances prises, les stupéfiants, les dopants, les carences aussi en fait. Donc le cheveu est toujours le signe de quelque chose, même lorsqu'il est absent, il est la trace de quelque chose. Il a la fonction de trace, il est porteur d'une mémoire qui est différente de celle du cerveau. Mais le cheveu, c'est aussi la trace de certains traumatismes. Il est par exemple possible, après avoir vécu un traumatisme très fort, de perdre tous ses cheveux. Michel Messieux, à ce propos, a écrit un livre qui s'appelle Un ethnologue chez le coiffeur. Je l'ai pas lu, mais j'ai écouté son émission sur France Culture, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Lui, il affirme que le cheveu cristallise des points de tension dans l'histoire. Par exemple, les Azous pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation. Les Azous, c'était un groupe de gens, notamment des jeunes, qui faisaient des réunions dans le quartier latin pour se révolter, s'indigner, enfin bref. C'était un peu des esprits libres. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la page wiki des Azous, de ce mouvement-là, le premier truc qui tombe, je cite, « Les garçons portaient leurs cheveux mi-longs, gominés et bouffants sur le dessus de la tête, par opposition aux coiffures militaires que la guerre et les restrictions imposent à presque tous les hommes. » C'est encore une fois la trace d'un changement idéologique en fait, qu'on veut faire voir par une coupe de cheveux. Lors de la libération, il y a eu la tonte des femmes considérées comme des traîtres. Ensuite, dans les années 60-70, il y a eu l'émergence du mouvement hippie en réaction à la société de consommation. C'est avec les cheveux longs qu'ils ont pu appuyer leurs propos et étayer leurs propos aussi. Le mouvement punk, lui, c'était avec des crêtes et ça correspond au moment où on commence à avoir un discours sur le genre et l'identité de genre en fait. Donc en fait, chaque point de rupture de l'histoire de nos idées a été accompagné par un changement radical capillaire. Je trouve ça incroyable. Et ça, c'est expliqué aussi parce que le coiffeur est une forme de rite de passage. La première expérience la plus parlante, c'est celle de l'enfant qui, avant le premier jour d'école, va devoir aller chez le coiffeur. Michel Messieux, dont je vous parlais juste avant, qui a écrit Un ethnologue chez le coiffeur,
a dit ceci: dans mon livre, je m'amuse à comparer le coiffeur à un chaman. Il faut le voir tourner autour du fauteuil de ses clientes comme s'il accomplissait une danse, les cheveux tombant au sol comme une offrande. L'observer m'a parfois rappelé des rituels d'exorcisme, avec le ciseau qui claque, la tondeuse qui vomit. Le coiffeur est habité par son métier. Il tournoie, il évolue dans son élément, accomplissant tous ses gestes sans jamais cesser de parler. Et pendant qu'il fait tout cela, il produit une nouvelle tête. Changer de tête, cette expression, elle n'a rien de commun, rien de complètement vain non plus. Et nombreux sont les coiffeurs, nous rapporte monsieur, qui témoignent et qui disent que beaucoup de femmes qui, après une séparation, après une rupture ou un divorce, vont demander au coiffeur « je veux changer de tête ». Comme si en fait changer de coiffure ça permet de laisser le passé au passé et de devenir une nouvelle personne. Comme si c'était la mue de notre propre peau qui nous permettait de nous débarrasser de tous nos traumatismes et de toutes nos souffrances. Quand une femme se coupe les cheveux courts, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant à noter puisque elle va volontairement refuser l'héritage de ses cheveux longs qui sont le symbole de la sexualité, de la séduction. Donc il y a cette idée que quand une femme coupe brusquement ses cheveux, eh bien il y a une volonté de passer de la séduction à autre chose, comme si elle entamait un nouveau chapitre de sa vie, qu'elle avait suffisamment confiance en elle, qu'elle n'avait plus besoin de se valider par le désir des hommes. Est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est un peu réducteur? Je pense qu'il y a des deux, forcément, mais je pense qu'en tous les cas c'est parlant parce que le salon de coiffure c'est un lieu de transition, un lieu de confidence qui nous engage finalement assez peu mais qui peut être hyper libérateur. L'anthropologue Christian Bromberger va affirmer que le passage des cheveux longs aux cheveux courts en fait c'est un passage vers l'âge adulte qui marque le démarrage de la vie professionnelle. Ce qui est aussi intéressant quand une femme se coupe les cheveux courts, c'est qu'il y a cette idée assez commune que les cheveux courts sont aussi une étape dans l'émancipation d'une femme. Le choix de la coupe à la garçonne pour une femme, ce serait donc un vecteur d'émancipation. Dans les années 20 par exemple, ce qui correspond à une période de l'histoire où les femmes ont pu avoir un peu plus de pouvoir, mais aussi ensuite dans les années 60 et les années 70, ce qui est combiné aussi à la révolution sexuelle pour les femmes. En fait, moi je trouve que considérer que se couper les cheveux courts pour une femme est une forme d'acte féministe ou d'acte libérateur, c'est encore une fois perpétrer une vilaine idée un peu misogyne selon laquelle les cheveux longs finalement c'est encore une volonté de vouloir séduire et que du coup quoi qu'on fasse on est mené à être condamné à ce référentiel de la séduction. Marlène Schiappa a quand même dit un truc intéressant pour une fois. En 2017 au JDD elle a dit: je m'attache les cheveux pour qu'on écoute ce que je dis, il y a un livre à écrire sur les cheveux en politique. Toutes les ministres ont eu soit les cheveux courts, soit les cheveux attachés. Les femmes dans la politique, elles sont obligées d'avoir les cheveux courts ou d'avoir les cheveux attachés. On se rappelle notamment des chignons hyper stricts de Madame Simone Veil ou de Madame Simone de Beauvoir. Finalement, et ça sera peut-être la conclusion de cette vidéo, je pense que le cheveu a un statut si particulier et a une relation très particulière à notre identité parce que c'est le seul élément imputrescible de notre corps. C'est la seule partie du corps qui ne pourrit pas. On garde parfois de l'enfance ou d'un être aimé une mèche de cheveux comme ça qui peut nous accompagner comme une relique tout au long de notre vie. Et je pense que le confinement nous l'a prouvé, on est hyper obsédés par nos cheveux, c'est ce qui nous stresse le plus. Il y a ceux qui attendaient en trépignant la réouverture des coiffeurs, il y a ceux qui ont tout tenté pendant le confinement, qui se sont fait des coiffures eux-mêmes, des colorations, des machins parce que c'était le moment ou jamais. Le cheveu nous obsède parce qu'il nous rappelle le temps qui passe et que nous ne pouvons rien y faire finalement. C'est une espèce de métaphore hyper triviale et surtout inarrêtable du fait que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de notre mort. Et le cheveu qui continue à pousser quoi qu'on fasse, c'est une image qui est ancrée dans notre corps à cette idée-là. Et c'est peut-être pour ça que quand on veut changer de tête, quand on veut opérer un grand changement, un bouleversement d'ordre ontologique, eh bien on veut changer de coiffure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Racontez-moi un peu vos expériences de coiffeur, vos expériences fucked up, foirées ou réussies de coiffeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé un jour dans votre vie à péter un câble et à faire une Britney? Je veux tout savoir, je trouve ça trop passionnant, donc dites-moi tout. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais revenir en force, j'ai plein d'idées, je sais que je le dis tout le temps, mais j'ai vraiment essayé de me dégager du temps. En attendant, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog pour lire mes articles ou sur mon compte Insta pour voir mes photos. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je vous dis à très bientôt. Bisous!